Aujourd'hui, j'aimerais vous amener avec moi dans une session d'exploration de mondes virtuels abandonnés. Cette vidéo sera le premier épisode d'une série consacrée à la découverte de ces ruines virtuelles qui furent autrefois des zones populaires, bâties par d'anciennes communautés de joueurs qui ont aujourd'hui totalement déserté ces univers. Pour toutes les plateformes, c'est toujours le même schéma. Plus les années passent et plus le monde virtuel se vide. Il y a ceux qui souhaitent découvrir le nouveau jeu à la mode, ceux qui estiment avoir tout vu de l'univers virtuel proposé, et après une dizaine d'années, il ne reste généralement plus que le noyau dur de la communauté, les irréductibles. Mais dans la majorité des cas, lorsqu'il n'y a plus assez d'utilisateurs actifs, les serveurs ferment et le monde virtuel disparaît, aussi subitement qu'il était apparu. Mais pas toujours visiblement. Parfois, contre toute attente et pour des raisons assez inexplicables, certains de ces mondes abandonnés subsistent. Du coup, à quoi peut ressembler un monde virtuel totalement abandonné ? Et surtout, pourquoi se sent-on si mal à l'aise lorsque l'on s'aventure dedans ? Parce qu'en effet, lorsque l'on explore ces ruines numériques, on est plongé dans le même inconfort que nous provoquent les backrooms, et plus généralement l'esthétique liminale. Bon, si vous êtes sur cette chaîne, je suppose que vous devez déjà connaître le sujet, mais il s'agit de ce type d'ambiance. Des images qui inspirent le silence angoissant et la solitude qui rend vulnérable. Le tout enveloppé dans le curieux sentiment d'être la seule personne vivante dans un vaste monde vide. Eh bien, vous allez voir qu'il y a un lien très intéressant qui existe entre les espaces liminaux et les mondes virtuels abandonnés. Et puis, au final, peut-être même que ces univers numériques, autrefois glorieux et populaires, peuvent nous apprendre des choses sur l'avenir d'Internet, qui sait. Allez, trêve de bavardage. Je vous propose de quitter notre réalité le temps d'un voyage là où le temps s'est arrêté. Là où les créations des anciens utilisateurs arrivent à vieillir sans pour autant être affectées par les années qui passent. C'est bon ? Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Lorsque l'on veut évoquer le sentiment de solitude intense, d'inconfort voire de terreur que l'on peut ressentir dans un univers virtuel, il y a un nom qui vient directement en tête. Garry's Mod. Alors oui, ce premier monde virtuel n'est pas abandonné, car il y a encore beaucoup de joueurs qui se connectent sur les serveurs. Donc voyez ça comme une sorte d'introduction à notre exploration. Garry's Mod est un mode de construction basé sur le moteur du jeu Half-Life, créé par Gary Newman en décembre 2004. C'est un jeu de type sandbox, sans but particulier où le joueur est libre de créer et de manipuler n'importe quel objet, de faire de nombreuses expériences exploitant entièrement le moteur du jeu mis à sa disposition. Et quand on voit tout ce qu'il est possible de faire sur cette plateforme, on comprend assez facilement pourquoi ce jeu est devenu culte. Bon, ok. Mais quand on décide de passer du temps seul sur Garry's Mod, il y a rapidement un sentiment étrange qui se dégage de cet univers. Un sentiment de malaise assez inexplicable. C'est un peu comme si le moteur du jeu, ainsi que tous les outils de création mis à disposition de l'utilisateur, étaient destinés à créer des espaces liminaux. Pour commencer, rendons-nous sur une map bien connue des joueurs, GM Construct. Lorsque l'on se connecte, on arrive directement sur cette espèce de terrain, autour duquel se trouve un certain nombre de bâtiments. Allons explorer ce premier hangar. Le silence rend l'exploration assez inquiétante. Et d'une certaine manière, c'est comme si j'étais conditionné par le cinéma et les jeux vidéo à craindre le fait de m'enfoncer dans les sous-sols mal éclairés de ce bâtiment. Même si je sais pertinemment que ce monde virtuel est totalement sûr pour moi, je crains quand même de voir apparaître un truc flippant, pile au moment où je relâcherai mon attention. Mais rien. Juste cette pesanteur et cette sensation totalement injustifiée de me sentir observé. Allumer la lumière devient rapidement nécessaire, mais à part cette étrange affiche collée au mur, cette gigantesque salle semble totalement vide. Ressortons d'ici et tentons d'explorer un nouveau bâtiment. Une grande salle, avec un gigantesque miroir, accentuant encore drastiquement l'effet de profondeur et donc de solitude. Et c'est la même chose pour les autres zones de ce petit monde virtuel. Rien. Rien d'autre que les pas du joueur qui semblent résonner dans de gigantesques salles de béton. Pourtant, Garry's Mod est à la base une plateforme virtuelle qui permet de créer, de matérialiser toutes sortes d'objets pour justement donner vie à ces lieux. Mais il y a quelque chose ici qui semble déconnecté.
En effet, à la base, Garry's Mod a été conçu à partir du moteur de Half-Life, un jeu qui est une sorte de grand labyrinthe, de dédales de salles et de couloirs dont le joueur doit s'échapper. Mais sur Garry's Mod, il n'y a pas d'échappatoire. Le joueur est enfermé dans un univers orné de bâtiments vides, et parfois même totalement creux. On a vraiment l'impression d'être dans le décor factice d'une zone à la base consacrée à la créativité et à l'amusement entre joueurs. Mais les rires, les cris, les ennemis et même les joueurs, tous ont disparu. Il ne reste plus que cet environnement artificiel et sans aucune autre finalité que d'accueillir les voyageurs égarés. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas d'apprendre que Kane Pixels, qui a en quelque sorte popularisé les backrooms, ait été un joueur de Garry's Mod et qu'il se soit inspiré des mondes virtuels que l'on pouvait y créer pour transcrire les backrooms en vidéo. Et c'est d'ailleurs selon moi sur Garry's Mod que l'on trouve les meilleurs simulateurs de backroom, tant le moteur même du jeu semble être propice à la création d'espaces vides, déshumanisés et angoissants. Mais bon, tout ça n'était qu'une gentille introduction à notre voyage. Il est grand temps de rentrer dans le dur et d'aller explorer un des univers virtuels abandonnés les plus étranges. Poursuivons notre séance d'urbex numérique avec l'exploration de worlds.com. Ah, nous y voilà. Nous voici dans l'iconique zone d'accueil de worlds.com. Lancé en avril 1995, worlds.com est toujours là. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi les serveurs d'un jeu lancé en 1995 et clairement abandonné depuis plus de 10 ans sont toujours actifs, et pourquoi il est toujours possible d'accéder à ces univers virtuels, eh bien, je vous conseille de regarder une ancienne vidéo de la chaîne qui répond justement à cette question. Bref, à la fin des années 90, ce lobby aurait été rempli de joueurs à n'importe quelle heure de la journée. Mais en 2023, l'ambiance est radicalement plus austère. Allez, commençons l'exploration. Tant qu'on est dans la zone d'accueil, autant aller voir à quoi elle ressemble. Allons d'abord voir l'auditorium. Lecture de poésie les dimanches et lundis à l'auditorium Ground Zero. À mon avis, c'est plus vraiment d'actualité. Et oh, en me retournant, j'ai pu voir mon avatar et avoir la délicieuse surprise de constater que j'étais un pingouin. En descendant quelques marches, on tombe effectivement sur un auditorium, aujourd'hui bien vide, mais qui a certainement abrité de nombreux événements il y a plusieurs années de ça. Bon, ici, ça n'est que la zone d'accueil, donc le monde est assez petit et il n'y a pas grand chose à voir d'autre que l'auditorium et ce qui semble être une piste d'atterrissage. Allons visiter un autre monde. Nous voici maintenant sur Heng, un monde entièrement consacré à la musique. Et waouh, l'esthétique de la salle est... c'est psyché quoi. Avançons un peu et... Hi, welcome to Hang. Step right through these doors to see what's happening today in the music scene. Elle m'avait flippé. J'ai même pas vu d'où elle sortait. Je vais vous suivre avec grand plaisir, madame. C'est hyper sympa ici, j'aime bien les couleurs, c'est vous qui êtes en charge de la déco ou... Madame ? Madame ? Bon, il semblerait que ma nouvelle amie ait disparu, dans le mur en fait. Ah non, c'est bon, je la vois, elle est là. Bon, visiblement elle est bien ici, donc on va la laisser. Voyons ce que donne Heng. Pas mal d'options différentes, mais ici ça semble être plutôt une zone réservée aux membres VIP pour qu'ils puissent customiser leurs avatars. Donc allons plutôt voir la galerie musicale. Ok, je pense être sur la bonne voie. Dans ce couloir, pas mal de chemins disponibles avec visiblement des salles dédiées à certains genres musicaux. Country, metal... Allez, va pour le métal. C'est quoi ce truc ? Bonjour. Ce serait pour tout ce qui est de l'ordre du métal, c'est bien par là ? Ok, pas de soucis, je comprends. Désolé de vous avoir dérangé, je vous laisse remonter au niveau du plafond. Voilà, nickel. Allez, ciao hein. Et par là, est-ce que ça mène quelque part ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Ok, retour dans le couloir. J'ai continué à explorer la zone et je suis tombé sur cette salle, où je vous rassure, je ne vais pas rester bien longtemps car je pense à mon public épileptique. Mais dedans il y avait un PNJ silencieux et un peu inquiétant. Mais malheureusement, rien à tirer de lui.
Finalement, j'ai envie de voir ce que donne l'ambiance country, donc let's go. Waouh. Bon, là il y a clairement un PNJ allongé au milieu d'un champ. Est-ce qu'il dort? Ou est-il supposé représenter un corps sans vie? D'accord. Ah, je n'avais pas vu, mais il y a un autre PNJ là. Elle me fait coucou. Bonsoir madame, dites-moi, vous avez remarqué qu'il y a un type qui a canné là au milieu du champ? Madame? Bon, visiblement, elle s'en tape royalement. Vous voyez, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour trouver des scènes étranges sur worlds.com. Mais là, on n'a rien vu encore, alors allons explorer d'autres mondes. Me voilà dans l'espace, je crois. Allons voir ça. On voit la Terre au loin et il y a des structures bizarres posées au sol. Et si je vais là, je me retrouve du coup vraiment dans l'espace. Bon, c'est sympa, mais il n'y a pas grand chose à voir, donc nos clipons ailleurs. Alors, me voilà devant une maison solitaire et... Ah, une lumière vient de s'allumer. Allons voir à l'intérieur. Ça ressemble à une espèce de grande maison que l'on peut voir autour des campus universitaires américains. Et je n'ai aucun mal à imaginer que de nombreuses soirées virtuelles ont pu être organisées ici. Mais une fois de plus, tout seul, la fête est bien triste. Donc sortons d'ici et allons ailleurs. Nous voici maintenant sur World's Superstar Store. Une zone qui, déjà, a un nom qui claque et un design à en faire vomir les daltoniens. Enfonçons-nous à l'intérieur. Waouh. Ah ouais. On dirait les murs de la chambre de l'adolescent moyen américain du début des années 2000. Regardez-moi ça. On dirait réellement une capsule temporelle qu'aurait créé un ado il y a plus de 20 ans de ça. C'est vraiment trop cool. Ici, il y a un couloir qui visiblement mène à tout un tas de salles dédiées à différents artistes. Allons voir la salle dédiée au Hanson. Waouh. Ok. Est-ce qu'il était possible de faire des mannequins encore plus creepy que ça? C'est vraiment abominable. Imaginez être emprisonné ici pour l'éternité avec un best-of des Hansons qui passe à fond. Parce que oui, pour des raisons de droit d'auteur, j'ai coupé le son de l'enregistrement, mais il y a vraiment leur musique qui passe en boucle et c'est hyper fort. Bref, une fois de plus, une salle remplie de photos et de produits dérivés à vendre. Worlds.com est connu pour ça d'ailleurs, pour ses nombreuses collaborations commerciales avec tout un tas de labels musicaux et de multinationales. Car en effet, quand Worlds a débarqué sur internet, c'était ce qui ressemblait le plus à ce qu'on appelle aujourd'hui un métavers. Et si aujourd'hui on sait bien que les entreprises investissent massivement dans le web 3.0, eh ben c'était exactement la même chose au début des années 2000 avec Worlds.com. Pour les investisseurs d'hier comme d'aujourd'hui, les univers virtuels sont des opportunités qu'il faut saisir. Sauf que, honnêtement, il faut bien avouer que pour l'instant, les métaverses ont globalement tous floppé. Quand Worlds.com est sorti, pour tout le monde, c'était assez clair. L'internet de demain, ce sera ça. Oui, mais 20 ans après, on se rend compte que ce qui était considéré comme étant le futur est, bien au contraire, devenu une espèce de capsule temporelle oubliée de tous et qui, a priori, ne reflète en rien le futur d'Internet. Bref, j'ai continué à explorer différents mondes en quête de potentiels joueurs. Mais rien. Rien d'autre que des univers vides, totalement abandonnés par leurs créateurs. Et si je voulais faire cette exploration, c'était aussi pour rendre hommage à ces créations oubliées et vous les faire découvrir. Parce qu'honnêtement, je trouve tout ça, d'une certaine manière, sublime. Alors oui, l'esthétique est datée, et on a parfois l'impression d'être sur le skyblock d'un adolescent des années 2000, mais je trouve que franchement, ça a son charme. Et puis, en se promenant dans ces mondes virtuels, on comprend également rapidement pourquoi tant de légendes urbaines et autres creepypastas ont pu naître ici. Évoluer dans Worlds.com nous pousse à traverser des mondes étranges, sans lien les uns avec les autres, où seule l'imagination du joueur pourra meubler ces espaces vides. Après m'être rendu dans plein d'endroits bizarres, je suis de nouveau tombé sur un étrange PNJ qui ne voulait pas que je rentre dans l'espace VIP du fan club de Britney Spears. Sorry, you can't come in, you need a pass. Allez, s'il vous plaît. Ok. Ça c'est un sacré nom, effectivement. Bon, j'ai rapidement compris qu'il n'était pas la peine d'insister. Et puis, alors que je m'apprêtais à quitter la zone, je me suis mis à penser à un truc. Ce PNJ est probablement en train de garder cette porte depuis plus de 20 ans, sans la moindre interruption. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce PNJ a potentiellement 25 ans.
Si ça se trouve, il garde cette porte depuis bien avant votre naissance. Je ne sais pas vous, mais cette idée me donne le vertige. Où est la personne qui a programmé ce videur ? Est-ce que des joueurs avec des passes VIP se connectent encore au serveur ? Et surtout, est-ce qu'il se passe encore des choses 25 ans après dans cette pièce réservée aux fans de Britney ? Malheureusement, je crois bien que ça restera une énième porte close mystérieuse, et que personne ne pourra nous apporter les réponses à toutes ces interrogations. J'ai poursuivi mon exploration en visitant une sorte de galerie où étaient exposées des toiles et autres photographies. Et puis j'ai ensuite atterri dans un endroit vraiment étrange. À force de naviguer d'univers en univers, j'ai fini par me perdre. Je me suis retrouvé dans les rues d'une ville étrange, remplie de grands bâtiments gris, tous identiques les uns aux autres, le tout une nouvelle fois enveloppé dans un silence absolu. Et lorsqu'on regarde le ciel, on sait qu'ici, le soleil ne se lèvera jamais, et que la nuit sera éternelle. La sensation de solitude est à son paroxysme. En plus, le fait de regarder les immeubles d'en bas nous renvoie à notre propre vulnérabilité. Pourtant, une fois de plus, je sais bien qu'ici, il n'y a aucun danger pour moi. Mais alors, pourquoi je me sens si mal à l'aise dans ces environnements dépouillés ? Et alors que j'étais plongé dans mes pensées, je suis tombé sur une petite place. Et c'est à ce moment-là que les choses bizarres ont commencé. Toujours ces bâtiments gris, entourant des mains sortant du sol, avec, au loin, une pancarte colorée de carnaval. Cet endroit est bizarre, vraiment. Je ne sais pas qui a créé ce monde, mais bravo à cette personne. Ce décor désolé et cette petite touche surréaliste avec les mains fonctionnent vraiment très bien. D'ailleurs, tout ça me fait penser au travail d'un artiste grec basé à Londres, Aristote Roufanis. Prenons un peu de temps pour bien regarder les détails de ces photographies. Des rangées d'immeubles brutalistes, complètement plongés dans l'obscurité. Une ville, littéralement, éteinte. Mais il est tout de même possible de remarquer que quelques lumières sont allumées. Assez clairement, ces photographies dégagent quelque chose d'étrange. Une sorte de sentiment d'intense solitude. Roufanis a également photographié Paris. Mais une fois de plus, il y a quelque chose qui cloche. Paris de nuit ne ressemble absolument pas à ça. Voici à quoi ressemble la capitale de nuit. Alors, comment cet artiste a-t-il fait pour prendre des clichés d'un Paris plongé dans l'obscurité qui n'a jamais existé ? Les photographies de Roufanis sont en réalité un assemblage de milliers de photos qu'il a prises de nuit. En photographiant les mêmes panoramas pendant plusieurs mois, Roufanis est parvenu à obtenir différentes combinaisons de fenêtres avec et sans lumière, et à assembler le tout pour ne laisser que de très rares fenêtres allumées. Et c'est d'ailleurs grâce à ce procédé qu'il est possible de zoomer sur les fenêtres et d'entreapercevoir le quotidien déprimant des habitants de cette étrange ville. Et c'est justement ça qui donne aux photographies de Roufanis cet aspect si dérangeant. Pour moi, plus que le vide, les photographies de Roufanis évoquent l'absence. L'absence de vie, de liens, de repères. Que ce soit pour Worlds.com, pour les photographies de Roufanis ou pour les espaces liminaux, tous ont la faculté de provoquer chez l'observateur la sensation de s'être égaré dans un univers auquel il n'est pas supposé appartenir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est généralement difficile de définir ce qu'est un espace liminal. Si on se réfère à la définition du dictionnaire, liminal signifie qui est au niveau du seuil, qui est tout juste perceptible. Mais il est marrant de constater que les Américains définissent quant à eux plutôt les environnements liminaux comme des espaces de transition, des lieux où l'on n'est pas supposé rester pendant de longues périodes. Les couloirs, les centres commerciaux ou même les routes, tout un tas d'endroits où les gens ne sont habituellement que de passage. Parce qu'en effet, lorsque l'on va dans un centre commercial, il y a généralement des gens partout. Donc voir une image comme ça provoquera en nous un sentiment de déchéance de ce lieu, d'abandon et de perte de sa fonction première. Et c'est pour ça que d'après moi, les deux définitions se complètent plutôt bien. Ces univers virtuels abandonnés sont en effet d'anciens lieux de passage, aujourd'hui totalement abandonnés par leurs utilisateurs qui se situent très précisément par leur nature même au seuil du réel, c'est-à-dire dans le virtuel. Bon, je crois qu'il est grand temps de quitter Worlds.com et de nous clipper vers notre prochaine destination, un MMO abandonné. Allez, c'est parti. Hystaria est un MMO, ou jeu massivement multijoueur sorti en 2003. Naturellement, 20 ans après sa sortie, il ne reste plus qu'une minuscule poignée de joueurs actifs sur le serveur, qui, d'après ce que j'ai compris, ne se connectent plus vraiment. Bon, la première étape de tout MMO est la création d'un personnage.
Et pour un jeu de 2003, Hysteria offre énormément de possibilités de customisation de son avatar. Je peux incarner des humains, des nains, des furries, des elfes, un dragon même visiblement, un reptilien, des géants et pas mal d'autres trucs. Allez, on va se créer un reptilien. Il paraît que ce sont eux qui contrôlent tout dans le monde réel, donc j'espère que ça me donnera au moins quelques bonus dans le monde virtuel. Et au niveau de la personnalisation, honnêtement, on a le choix. Voilà, cette tête est très bien. On va essayer de lui trouver la couleur la plus explosée. Voilà, comme ça c'est absolument parfait. Un aileron doré et des plumes zébrées. Bam, voilà. Il est absolument magnifique comme ça, non ? Allez, ne perdons pas plus de temps et allons explorer les zones abandonnées d'Hysteria. Ok, j'apparais devant une sorte de cristal gardé par tout un tas de PNJ qui m'apprennent que je suis en réalité dans une zone de tutoriel. Avant de pouvoir aller visiter les vastes étendues d'Hysteria seul, je vais devoir faire mes preuves. Bon, allons voir par là s'il y a quelque chose d'intéressant. Je fais assez rapidement la connaissance de Lori, une gnome qui se propose de faire de moi un clerc. J'ai ensuite trouvé un personnage nommé Admetus qui me propose quant à lui de suivre ses enseignements pour faire de moi un puissant mage. Je viens d'arriver dans cet univers et je n'ai pas forcément envie de faire ces quêtes pour l'instant, et je décide de partir moi-même à l'aventure. Tiens, l'entrée d'une mine, allons voir ça. Différents minerais sont posés au sol, mais sans outils, je ne peux malheureusement pas les récupérer. C'est pas grave, engouffrons-nous dans les profondeurs de cette grotte. Après un bon moment, j'arrive au bout du tunnel, et rien. Rien en dehors de cet étrange monolithe dont la fonction m'échappe totalement. Bon, retournons dans la zone d'accueil pour faire les quêtes nécessaires au déblocage de la carte du monde. Après avoir discuté avec tout le monde, je comprends que le jeu m'adresse un message clair. Il faut que j'apprenne à me battre avant d'aller explorer cet univers. Ok, ça tombe bien parce qu'il y a justement tout un tas d'araignées qui traînent autour de cette maison. Et il était grand temps de montrer aux PNJ du village ma détermination et mon aisance au combat. Et au terme du combat le plus affligeant qu'il m'ait été donné de voir sur un MMO, j'avais enfin réussi à ôter la vie à une de ces araignées. Voilà, j'avais rendu ma quête et on me montrait enfin la route à suivre pour débuter mon exploration. Après quelques bonnes minutes de marche, j'aperçois enfin, au loin, une espèce de portail qui me permettra, très certainement, de me rendre dans une autre zone. Ok, allons-y. Me voici donc à New Trismus, et clairement, cette nouvelle zone est beaucoup plus morose que la précédente. Allons voir ce PNJ. Bon, je vais certainement le laisser tranquille du coup. Et là, ça y est, je crois qu'on y est, le sentiment de solitude oppressante commence doucement à s'installer. Autant tout avait l'air normal pendant la phase de tutoriel, parce qu'au final, c'était logique que je mène à bien cette première quête initiatique seule. Mais là, le fait d'être dans un lieu aujourd'hui totalement abandonné, qui devait être rempli de joueurs il y a quelques années, change absolument tout. Toutes ces maisons ont été construites et décorées par des joueurs faisant partie du même clan. Car en effet, dans Hysteria, les joueurs d'une même guilde pouvaient bâtir, sur un coin de la carte, leur propre village. Sur la place principale, on peut trouver la salle du conseil de ce village. Certainement là où les membres de ce clan prenaient leurs grandes décisions, planifiaient leurs attaques contre les villages ennemis et discutaient des questions d'urbanisme. Mais en 2023, il ne reste qu'une salle vide. Du coup, si personne n'est à la tête de ce village, j'ai décidé de prendre le pouvoir. New Trismus a désormais un président reptilien. Après avoir clamé un discours enflammé de plus d'1 heure, je suis parti convaincre un à un les PNJ environnants de liker et de s'abonner à la chaîne. Visiblement, la politique ne me convient pas, et je pense que je suis bien meilleur dans mon rôle d'explorateur nomade. J'ai donc repris la route, sans trop savoir où elle allait me mener. Sur le chemin, j'ai croisé des furry zombies et cette espèce de truc qui a essayé de me dégueuler dessus d'ailleurs. Bon, ils étaient un peu longs à la détente, mais clairement hostiles. J'ai donc courageusement pris la fuite. J'ai marché encore et encore, dans le silence le plus total, jusqu'à arriver à un nouveau portail. Et me voici donc à Kion, un village caché au beau milieu d'un désert. En m'enfonçant dans la ville, j'ai exploré de nombreuses constructions et croisé la route de tout un tas de PNJ. Mais comme l'expérience de jeu proposée par Hysteria repose principalement sur l'entraide et le collectif, tout
ceci n'avait plus aucune utilité. J'étais une fois de plus en train d'explorer des ruines virtuelles, dont chaque détail me rappelait qu'il y a quelques années, à cet endroit même, des gens s'amusaient ensemble, parlaient de leurs projets pour agrandir la ville, pendant que des joueurs d'un clan ennemi complotaient sous couverture pour détruire la guilde de l'intérieur. Comme je vous le disais, ici tout a été construit par les joueurs, et plus j'explore, plus je me dis que finalement, Hystaria ne devait pas être si confidentiel que ça. Cet univers virtuel est absolument gigantesque, et il y a une quantité impressionnante de villages à visiter. L'outil de customisation est vraiment intéressant, ce qui fait que chaque village, en plus d'avoir ses propres règles, a son esthétique propre. Et c'est un réel plaisir de découvrir ces constructions, et de laisser mon imagination vagabonder en parcourant les ruelles de cette ville abandonnée. Si le caractère déprimant des univers de Worlds.com venait entre autres du fait qu'il s'agissait d'un espace dédié aux interactions sociales, aujourd'hui totalement vide, eh bien pour un jeu massivement multijoueur, c'est exactement la même chose. Sans objectif réalisable seul et sans compagnon, la seule expérience qu'il reste pour le joueur est une sorte de randonnée numérique. En voyant ces endroits abandonnés, on comprend à quel point les jeux vidéo nous permettent d'établir des liens étrangement profonds. Dans ce type de monde virtuel, on traverse des moments difficiles avec des inconnus. On crée des souvenirs. On finit par passer des centaines d'heures en compagnie de gens dont on ne connaît souvent rien d'autre que la voix. Je ne vais pas vous mentir, à titre personnel, j'ai énormément passé de temps sur les jeux massivement multijoueurs. Et dessus, je m'y suis fait de réels amis que je ne rencontrerai certainement jamais. Pourtant, ces rencontres virtuelles m'ont changé. Et même si au final, dans ces univers, nous ne faisons que reproduire des comportements profondément humains, des tribus qui affrontent d'autres tribus, des combats contre de gigantesques créatures inconnues, des alliances, des trahisons, des rires et des larmes. C'est précisément l'absence de ces émotions humaines qui rend ces environnements dépeuplés si étranges. D'ailleurs, en parlant d'étrangeté, je pense que la prochaine étape de notre exploration devrait vous plaire. Allez, quittons Hystaria pour les univers totalement dingues de Virtual Paradise. Bon, là on va s'attaquer à un gros morceau. Virtual Paradise est un des nombreux clones de Worlds.com, que l'on pourrait lui aussi qualifier de métavers. Comme pour toutes ces plateformes de sociabilisation, il est possible de choisir son avatar. Alors, bon, ici on a pas mal de choix. Et je vais être honnête avec vous, j'aime bien la vibe que dégagent Sonic et Bart. Allez, allons visiter notre premier monde. Commençons par l'hôtel de luxe de Virtual Paradise. Si d'autres voyageurs sont de passage ici, ils passeront certainement par l'hôtel. Comme vous pouvez le constater, au niveau de l'esthétique, les textures ressemblent beaucoup à celles de Worlds.com. Et une fois de plus, il ne faut pas attendre bien longtemps pour que commence à s'installer cette étrange sensation que nous commençons à bien connaître, celle d'être confronté au néant. Je ne sais pas vous, mais je trouve l'ambiance de ce hall d'hôtel vide vraiment pesante. C'est un peu comme si les anciens utilisateurs avaient dû fuir en catastrophe. Bref, en tout cas, il me semble assez clair que je ne vais pouvoir croiser personne ici. Téléportons-nous dans un autre monde. Ok, me voici donc dans les studios de Qui veut gagner des millions. Ah ouais, ils ont carrément reproduit le plateau entier. C'est dingue. Et en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'effectivement, de réelles parties de ce jeu se sont déjà déroulées ici. Regardez ce que j'ai trouvé sur YouTube. You're going up to $500,000, you're going for the million, but if this is wrong, you're losing 200 grand. Oh man. Earthy. Zsa Zsa Gabor got married 9 times! You are right! Holy shit! $500,000! Woohoo! Ok, c'est très cool, mais allons voir ailleurs. Ok, c'est quoi ce truc ? Bon, voilà pourquoi ces univers virtuels du début des années 2000 sont considérés comme bizarres. Et franchement, oui, c'est vrai que là, c'est absolument n'importe quoi. Je ne sais pas trop quoi vous dire vis-à-vis de ce monde parce que je crois qu'il me manque quelques éléments pour décrypter ce que j'ai sous les yeux.
Mais si tout ça vous semble d'ores et déjà beaucoup trop chaotique, eh bien laissez-moi vous dire que vous n'avez encore rien vu. Mais avant de partir d'ici, avec mon avatar de Gandalf, je vais rendre hommage à ce lieu et à cette free party digitale qui, rappelons-le, dure très certainement depuis une vingtaine d'années. Tout ça sans aucune interruption pour les danseurs. Let's go! Nouvelle zone, et d'entrée de jeu, on peut voir qu'il s'agissait d'un monde virtuel principalement fréquenté par des Hollandais. Voyons ce qu'il y a. Ah, des pharaons hollandais, génial. Bonsoir, dites-moi, vous n'auriez pas vu d'autres joueurs parce que là je vous avoue que je me sens un peu seul et... Oh, ok, bah merci pour cette danse de bienvenue alors. Allez, téléportons-nous ailleurs. Bon, est-ce que vous êtes prêtes et prêts à voir quelque chose de vraiment random? C'est parti. J'ai l'impression d'être dans un rêve étrange. Vous savez, ce que vous faites pendant que vous avez de la fièvre et qu'elle vous fait délirer. Parce qu'en effet, ici, rien ne semble avoir de sens. Autant pour les mondes précédents, on comprenait assez facilement l'utilité de ces lieux. Mais là... Peut-être était-ce une zone de test où les utilisateurs venaient exposer leur dernière création. Aucune idée. En tout cas, comme pour Worlds.com, je me suis laissé happer par les mondes proposés par Virtual Paradise. Ces deux plateformes prouvent d'ailleurs à merveille que l'exploration de mondes virtuels abandonnés peut apporter son lot de mystères et de choses inexplicables. Ces espaces et les objets qui les garnissent n'ont plus vraiment de sens en tant qu'ensemble cohérent, principalement parce qu'ils ont perdu leur utilité première. Et c'est cette absence de cohérence contextuelle, combinée au fait qu'il n'y ait personne pour expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont, qui confère véritablement à l'endroit le caractère étrange et obsédant d'un rêve. Et comme pour les espaces liminaux, ces mondes virtuels abandonnés témoignent également d'une forme particulière de stase temporelle troublante. Ces mondes virtuels ne vieillissent pas. Ils deviennent clairement obsolètes, mais leur intégrité ne subit pas les outrages du temps. Définitivement, les mondes virtuels abandonnés sont bizarres. Et en s'y baladant, on comprend facilement pourquoi ils sont l'objet de tant de fantasmes. Des sectes qui séviraient en cachette dans quelques mondes secrets, des fantômes d'anciens joueurs qui viendraient importuner les voyageurs de passage, etc. Sauf que non. Les seules choses qui hantent ces lieux, ce sont les rêves utopiques de leurs bâtisseurs. Parce que ces ruines numériques nous en apprennent en effet beaucoup sur les intentions de leurs créateurs. Des utilisateurs qui voyaient certainement dans l'internet du début des années 2000 la projection ultime d'une société idéale, dans laquelle les esprits seraient libérés de la vie de labeur, de la privation matérielle et des inégalités en général, pour que chacun puisse exprimer pleinement ses capacités intellectuelles, artistiques et sociales. Chaque salle de jeu, chaque maison richement décorée, chaque musée et chaque piste de danse de boîte de nuit représente le désir de quelqu'un de dépasser les limites matérielles, corporelles et sociales de la vie contemporaine. Et au final, cette séance d'urbex numérique nous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps de cela, les gens croyaient que l'internet allait nous offrir un avenir meilleur, et qu'ils étaient prêts à investir leur temps dans la construction de ces lieux et de ces communautés. Mais maintenant que même les irréductibles ont quitté ces univers virtuels, il ne reste qu'à l'explorateur que je suis qu'à contempler les sublimes vestiges de ces représentations d'un internet idéal. Et c'est sur ces dernières réflexions que nous allons quitter Virtual Paradise pour un nouveau monde, qui, bien qu'accueillant encore de très nombreux joueurs, mérite tout de même le coup d'œil. Direction Tubituti. Vous trouviez que les mondes de Virtual Paradise étaient chaotiques? Honnêtement, vous n'avez encore rien vu. Mais avant de débuter notre exploration, il faut que je vous donne un peu de contexte sur ce que sont Minecraft et Tubituti. Bon, je crois que tout le monde connaît Minecraft.
C'est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, et assez largement d'ailleurs, 283 millions d'exemplaires vendus depuis 2010. Alors que GTA V, en deuxième position du classement, n'a totalisé que, entre guillemets, 185 millions de ventes. Et pour faire simple, Minecraft est un jeu où tout est possible. Vous pouvez littéralement tout faire. Démarrer une aventure seul ou avec des amis, prendre votre temps pour exploiter la physique particulière du jeu en construisant tranquillement votre base, ou encore aller sur des serveurs dédiés à l'affrontement joueur contre joueur. Bref, 1001 modes de jeu différents qui vont permettre aux joueurs d'avoir des expériences radicalement différentes les unes des autres. En 2010, dès la sortie de la version alpha du jeu, quelques individus ont décidé de créer un serveur abritant un monde gigantesque d'un type particulier. Un espace où rien n'est interdit. Un gigantesque univers virtuel où il est possible d'éliminer n'importe quel joueur, de voler, de détruire et même de tricher. 2B2T offre aux utilisateurs assez fous pour se connecter sur ce serveur l'expérience de l'anarchie la plus totale. Et maintenant que vous savez dans quoi j'ai atterri, il est grand temps pour moi de commencer cette exploration. Bon, je viens seulement d'arriver et je constate déjà que les joueurs meurent les uns après les autres. Par chance, je suis tombé sur un portail qui me permettra peut-être de naviguer vers une autre dimension un peu plus safe. Ok, visiblement un joueur a mis une pancarte pour faire la pub d'un logiciel pour hacker le jeu. Je ne sais pas si je peux vraiment faire confiance aux autres, mais essayons. Bon, d'accord, j'aurais dû me fier à mon intuition. J'ai trouvé un autre portail, et ce coup-là, il y avait des blocs sous mes pieds, ce qui m'a empêché de m'écraser une nouvelle fois par terre, comme une gigantesque... Le problème, c'est que je n'ai pas de blocs sur moi, et qu'il y a littéralement des trous partout. Et dans ce chaos, absolument impossible de se repérer. Tout a été littéralement massacré par les joueurs. Enfin, plus particulièrement la zone où les nouveaux joueurs apparaissent. Parce qu'en effet, 2B2T doit rester un monde virtuel réservé aux utilisateurs les plus acharnés. Si on veut faire ses preuves ici, il faut impérativement sortir de la zone de départ. Et cette zone de pur chaos est immense. Vraiment. C'est d'ailleurs ce qui me fascine le plus sur 2B2T, la taille du monde proposé. D'ailleurs, les gens qui n'ont jamais joué à Minecraft auront certainement du mal à imaginer de quel type de distance on parle. Sur 2B2T, il y a environ 30 millions de blocs entre le centre de la carte et la bordure la plus proche. Pour vous donner une idée, 2 joueurs ont réussi à creuser un unique tunnel de 30 millions de blocs et ça leur a pris 13 mois. 13 mois à se connecter tous les jours pendant plusieurs heures pour atteindre le plus rapidement possible la bordure. Et là, je vous parle bien d'une ligne droite dans une seule des 3 dimensions proposées. Pour vous donner une idée, il y a quelques années, un utilisateur Reddit avait révélé qu'en presque 10 ans, les 780 000 joueurs ayant visité ce monde n'avaient découvert qu'un 20 millième de la map. C'est absolument hallucinant. Tout sur la zone d'arrivée de cet univers transpire l'absence de vie. Ici, pas de ressources naturelles. Tout a évidemment été oblitéré dans les premiers mois seulement de l'ouverture du serveur. Tenez, voici à quoi ressemblait la zone d'arrivée des nouveaux utilisateurs le jour de la création de ce monde. Des forêts, des déserts, des lacs, des animaux, bref, le fameux cadre paisible qui a grandement contribué à la popularité de Minecraft. Et voici à quoi ressemble le même endroit 13 ans plus tard. Un paysage apocalyptique. Des constructions étranges. Des océans de lave, de gigantesques tranchées s'étalant sur des centaines de milliers de blocs construites pour empêcher les nouveaux joueurs de quitter la zone. Bref, au fil des années, les habitués de 2B2T ont réussi à créer un véritable enfer virtuel dont il est excessivement difficile de s'échapper. Et pour ce qui est de l'exploration, eh bien, comme vous l'avez certainement deviné, c'est assez compliqué. J'ai quand même réussi à accéder à une gigantesque plateforme dans le ciel où j'ai suivi pendant longtemps, très longtemps, des panneaux qui avaient certainement été placés là par un joueur pour baliser son chemin. Je suis ensuite tombé sur une des autoroutes construites par les joueurs pour aider les nouveaux arrivants à quitter la zone de départ. Mais j'avais beau marcher toujours dans la même direction, je finissais systématiquement par mourir d'une manière ou d'une autre. Et bien sûr, on réapparaît à un endroit totalement aléatoire à des milliers de blocs de là où on est mort. Donc bon, j'étais très loin d'être en mesure de m'échapper de la zone en si peu de temps. Et même si j'ai rapidement abandonné l'idée de sortir d'ici pendant l'enregistrement de cette session d'exploration numérique, j'en ai profité pour me renseigner sur ce qu'il pouvait bien y avoir en dehors de cette zone saccagée. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a, bien loin de la zone d'apparition des nouveaux joueurs, les plus belles constructions que j'ai pu voir dans un monde virtuel.
Des dizaines, voire des centaines d'heures passées à construire des structures complexes dans un océan de chaos. Et comme je vous le disais, dans ce monde, rien n'est interdit. Détruire entièrement la base d'un joueur n'entraînera aucune sanction. Il n'y aura que la vengeance personnelle et un cycle infini de destruction. 2B2T est selon moi le monde virtuel ultime à explorer. Déjà, il est gigantesque, il n'a jamais été restauré par les administrateurs depuis 2010 et il renferme des bases cachées absolument incroyables dont les coordonnées sont gardées secrètes. En plus de ça, 2B2T a une histoire interne passionnante, racontée par des livres écrits par les joueurs eux-mêmes. Certains livres écrits par des joueurs mythiques des premières années du serveur sont même tellement précieux qu'ils deviennent la cause d'affrontements fratricides entre joueurs. Bref, bien des histoires que je vous invite à découvrir sur la chaîne de FitMC qui fait des vidéos passionnantes sur l'histoire de 2B2T. Quant à moi, j'avoue avoir été totalement fasciné par ce chaos et par le caractère organique de ce monde virtuel. Du coup, j'ai décidé que j'allais explorer ça plus longuement en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et au final, même si 2B2T n'est pas à proprement parler un monde virtuel abandonné, sa taille fait que les rencontres sont rarissimes. Et heureusement d'ailleurs, parce que comme tout le monde triche ici, il vaut mieux ne croiser personne. Et puis, comme 2B2T est en ligne depuis 2010, certaines personnes considèrent ce monde virtuel comme la plus longue expérience sociale sur le comportement de joueurs immergés dans un espace virtuel dépourvu de règles. Bon, pour ma part, je ne suis pas certain qu'il faille tirer des leçons particulières de tout ça. 2B2T ressemble un peu à ces endroits où pour quelques euros, vous avez le droit de saccager un appartement. Ou alors à une sorte de pixel war géante mais sans coordination, où chaque utilisateur peut faire ce qu'il a envie sans qu'une autorité ne l'en empêche. Et je trouve que ça crée une certaine poésie au final. De se dire qu'à la différence des mondes virtuels totalement figés dans le temps que nous venons d'explorer, ici c'est le règne de l'éphémère. Rien ne dure jamais bien longtemps sur 2B2T. Et c'est justement cette absence d'interdit qui contribue à rendre cet espace particulièrement vivant. C'est pour ça que même si ce monde virtuel n'est pas abandonné, je trouvais fascinant de vous faire découvrir ce palimpseste numérique étonnant, où chaque joueur a la possibilité de l'enrichir en créant ou en détruisant. Et puis, quand on veut explorer des univers virtuels, il y a quelques points de passage obligatoires, et 2B2T en est clairement un. Mais là, je crois qu'il est grand temps de nous rendre à notre dernière destination. Les mondes abandonnés de Zer.com. Zer.com a été lancé en 2001, fermé en 2010, puis réouvert en 2012, et a été depuis totalement déserté par les utilisateurs. Alors, pour cette dernière exploration, je ne vais pas vous montrer plusieurs mondes, parce que l'immense majorité des univers proposés par Zer.com ressemblent beaucoup à ceux de Worlds et de Virtual Paradise, mais en moins bien. Sauf un, sur lequel j'ai atterri totalement par hasard. Du coup, je vous propose de prendre un peu notre temps pour l'exploration de celui-ci, afin que l'on puisse bien s'imprégner de son ambiance. C'est parti. Il y a un PNJ là-bas. Ok, pas d'interaction particulière avec lui. Là, il y a des espèces de tentacules qui sortent du sol. Bon, allons explorer la zone. Un œil planté sur un piquet de barrière. Normal. J'aime beaucoup le dégradé là dans les couleurs de l'iris d'ailleurs. C'est hyper beau. Par contre, là, si quand je me retourne, il y a un PNJ derrière moi, ça pourrait donner un excellent jumpscare. Voyons voir. C'est bon. Visiblement, ce monde aussi est safe. Mais par contre, il est vraiment creepy. Là, il y a une maison, donc allons voir s'il est possible d'entrer à l'intérieur. Sois sympa ou on te bute. Ok, bon, bah je vais essayer d'être sympa alors. La porte est entrouverte, donc allons voir s'il est possible d'entrer à l'intérieur. Sympa la déco. Bonsoir. Excusez-moi, y a quelqu'un ? Non, visiblement non, il y a juste un chaudron. Ok, nous avons donc un clébard bien vénère au sol. Un cerveau. Bon, un endroit bien mystérieux.
Les autres mondes de Zer.com que j'ai visités ne ressemblaient absolument pas à ça. Vraiment pas du tout. J'étais dans des univers colorés avec tout un tas de mini-jeux proposés, donc rien à voir avec celui-ci. Pourquoi est-ce que cet endroit est si étrange ? Et surtout, quel genre d'événement pouvait-il bien y avoir ici ? Dur à dire. Un peu plus loin, je suis tombé sur une nouvelle zone qui, je pense, était encore plus bizarre que la précédente. La brume s'est dissipée et il y a visiblement une tornade. Et des squelettes qui chillent tranquilles. Allons voir là-dedans. Ok, l'esthétique est vraiment cool, mais c'est vrai qu'on a une fois de plus un peu l'impression de naviguer dans un rêve un peu étrange. Je ne sais pas du tout qui a créé ce monde, mais bravo à lui. On a vraiment la sensation d'avoir débarqué dans une zone un peu interdite, où des rituels cyberpaganistes devaient avoir lieu. Ou alors, peut-être que c'était simplement quelqu'un qui voulait juste créer un espace un peu creepy pour un événement particulier. On ne le saura jamais. Et peu importe d'ailleurs. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent quand on découvre ce monde pour la première fois. Étant totalement seul, le voyageur n'a, une fois de plus, aucun élément de contexte pour l'aider à décrypter ce qu'il est en train de contempler. Car en effet, comme nous l'avons vu précédemment, tous ces lieux ont perdu leur utilité première, et donc leur raison d'être. Et c'est exactement le même mécanisme que l'on retrouve pour les espaces liminaux. C'est d'ailleurs pour ça que certains de ces mondes virtuels sont si souvent comparés aux backrooms. Ces environnements, à ce point dépourvus de vie et de finalité, vont générer des interrogations chez l'explorateur, créant ainsi cet étrange mélange de sensations, de perte de repères et d'inconfort. Sauf que pour moi, ces proto-métaverses ont un petit quelque chose en plus. Ces mondes renferment de réels fragments d'humanité. D'ailleurs, quand on voit les images des métaverses sur lesquelles travaillent actuellement les GAFAN, il y a de très fortes raisons de penser qu'il s'agira d'espaces épurés et totalement sous contrôle. Il est évident que sur le métaverse de Mark Zuckerberg, par exemple, les utilisateurs ne pourront pas créer aussi librement que leurs prédécesseurs avaient pu le faire sur World.com ou Virtual Paradise. Et je trouve ça regrettable d'ailleurs. Parce qu'au final, bien plus que d'être de simples utilisateurs, les communautés actives que l'on trouvait sur Worlds ou Virtual Paradise ont façonné des centaines de petites capsules temporelles de manière spontanée et sans aucun calcul. Et je trouve que ces espaces virtuels, aujourd'hui abandonnés, ont beaucoup à nous apprendre sur l'internet des années 2000, ainsi que sur les références esthétiques et culturelles de l'époque. Et je trouve ça juste fascinant de se dire qu'ils sont, pour la plupart, visitables en quelques clics seulement. Mais s'il est vrai que ces lieux sont aujourd'hui totalement abandonnés, on ne peut pas réellement parler de ruines numériques pour autant. La ruine est en effet bien plus qu'un état physique, c'est un processus de destruction. Et ces univers virtuels, bien qu'ils ne soient pas physiquement en ruine, ne sont plus ce qu'ils étaient non plus, c'est vrai. Leurs populations ont diminué, leurs économies se meurent ou sont déjà mortes, et plus personne ne se connecte dessus depuis bien longtemps. Mais comme on l'a vu, dans ces univers, le temps n'entraîne pas le délitement ou la décomposition comme dans le monde réel. Non, ici tout est parfaitement fonctionnel. Les portes s'ouvrent toujours automatiquement, les ascenseurs fonctionnent, les PNJ conservent leur rôle et les mini-jeux sont toujours accessibles. Chacun de ces univers serait tout à fait en mesure d'accueillir des centaines d'utilisateurs. Mais non, ils sont tous condamnés à rester vides à jamais. Jusqu'au jour où la société derrière la plateforme décidera de débrancher le serveur. Et ce jour-là, tous ces mondes virtuels disparaîtront à tout jamais. Il ne restera d'eux que quelques screenshots de mauvaise qualité ici et là, des vidéos de gameplay datant des années 2000,
et puis ce sera tout. Ils sombreront dans l'oubli le plus total. Et au final, je crois que ce qui me touche vraiment avec ces univers abandonnés, c'est l'idée de se dire que si la réalité n'est que l'aboutissement de stimuli extérieurs, alors on peut réellement considérer que les mondes virtuels peuvent être tout aussi significatifs que le monde réel. Lorsque l'un de ces mondes vient à disparaître, chaque donnée perdue présente un réel déficit dans la réalité première. Parce qu'on le veuille ou non, ces mondes existent également dans le réel. Et finalement, peut-être que ces images ne sont pas différentes de celles de Stonehenge, du Machu Picchu, du Colisée ou des ruines grecques. La seule différence est qu'ici, il n'y a pas de dégradation. Et c'est justement ça qui donne à ces environnements leur étrange apparence de rêve transcendant. C'est aussi pour ça que j'ai initié cette série d'Urbex numérique d'ailleurs, pour rendre hommage à la créativité de ces utilisateurs, précurseurs des métaverses, qui ont créé, sans le savoir, de merveilleuses capsules temporelles, qui démontrent non pas à quel point ces mondes virtuels ont vieilli, mais à quel point c'est vous et moi qui avons vieilli. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Il y aura d'autres vidéos comme ça dans les mois à venir, donc n'hésitez pas à me suggérer des plateformes que vous aimeriez me voir traiter dans une prochaine exploration. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le monde que vous avez préféré. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, si vous voulez récompenser mon travail et contribuer au développement de la chaîne, je ne vous demande pas grand chose si ce n'est de vous abonner, de liker la vidéo et éventuellement de la partager à vos amis. Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes vraiment les meilleurs. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.